Voici Anna. En 2035, la petite Anna, née en 2020, aura 15 ans. Et vous, quel âge aurez-vous? Quel âge auront vos enfants? Quel âge auront vos petits-enfants? Comment pouvons-nous faire pour lui permettre à Anna, mais aussi finalement à tous, de grandir en bonne santé et sereinement? Voici quelques idées sur lesquelles nous pouvons porter notre attention et réfléchir à l'avenir que nous voulons. Et bien sûr, avec une pensée sur le long terme. Par exemple, faire grandir les enfants dans le plaisir de la découverte et de l'apprentissage, se nourrir de produits locaux, développer la confiance en soi mais aussi en les autres, faire grandir notre bienveillance envers nous et envers les autres, dans la famille, dans les entreprises, dans la rue, dans la nature, partout. Mettre en avant la qualité dans les groupes d'individus. Prendre conscience que nous banalisons peut-être la violence et que nous pouvons choisir d'être spectateurs ou agir. Carton vert donc, Serra. Voici quelques extraits, donc une table ronde organisée par cet organisme avec les auteurs de L'avenir, c'est demain, qui se projettent dans cette question: comment sera notre monde en 2035? L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Il faut donner de l'appétit. Pour moi, l'éducation du XXIe siècle, c'est cette idée qu'on est dans un buffet à volonté de connaissances. Les connaissances, ça se mange. Par exemple, vous savez que nos intestins, on appelle ça le deuxième cerveau, parce que c'est la partie du corps qui possède le plus de neurones après le premier cerveau. Quelle est la façon normale d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau? Le plaisir, évidemment. Je ne connais personne qui va dire « Oh là là, manger encore, quelle corvée !» Eh bien, manger des savoirs, ça devrait être la même chose. On ne devrait jamais, mais jamais, être dégoûté des savoirs. L'amour est de très très loin le meilleur moteur de la connaissance. C'est pas moi qui le dis, c'est Léonard de Vinci. La meilleure façon d'augmenter le débit de connaissance, c'est-à-dire le rythme d'apprentissage, c'est d'aimer ce que l'on apprend. Je ne connais personne qui est leader dans son domaine sans aimer ça. Il y a 40 ou 50 ans, le problème d'un enfant pouvait être à certains moments d'être écrasé par l'autorité. Dans les cafés en Flandre, dans mon pays, il était marqué « Ir vlucht men niet, God ziet u ». Ici, on ne jure pas, Dieu te voit. C'est-à-dire que tout était porté en compte. Alors que le problème de l'enfant d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, on va, en absence de référentiel ou de socle éducationnel commun, on va avoir tendance à lui confier une responsabilité qui le dépasse, et il va avoir tendance à assumer cette responsabilité en fonction de l'image qu'il a de lui-même. Et donc c'est ça Voldemort de l'enfant moderne. Il est un peu en lui, en fait, son ennemi. Son ennemi est en lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte de ne pas subir le héros des personnages de Matrix, c'est-à-dire de ne pas confondre rêve et réalité, de pas être à côté, qu'il accepte que le réel puisse l'impacter et que donc l'image qu'il a de lui-même puisse être modifiée dans les relations avec les autres. La valeur d'un peuple était sur sa façon de dire à ce peuple, il faut se nourrir, et la liberté d'un peuple, c'est la qualité d'un pays qui va permettre à ce peuple de ne pas dépendre d'un tiers. Ce qui veut dire que pouvoir se nourrir à partir de sa propre production agricole, c'est la première des productions qualitatives d'un peuple. C'est un élément fondamental. Et si on imaginait tout de suite un monde qui fonctionne déjà très bien, c'est-à-dire qu'on est dans 20 ans, le monde est apaisé, les gens sont heureux dans leur rapport au couple, au travail, au collectif. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce monde apaisé? Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'imaginer que dans 20 ans, le monde sera apaisé, parce qu'on sait très bien que les voyants sont plutôt au rouge et qu'on est plutôt inquiet. Pourtant, je pense qu'on porte tous en nous la matière à faire en sorte qu'il y ait une espèce de résilience, que les choses aillent mieux. On est un peu des fleurs sauvages, en fait. On a en nous de quoi faire pousser, même dans un terrain hostile, quelque chose de beau, de coloré. Et je parle effectivement de deux notions qui me paraissent extrêmement importantes, centrales, je dirais presque révolutionnaires, même si elles paraissent tellement naïves, qui sont la bienveillance et l'altérité. La bienveillance, c'est un concept que je trouve très intéressant parce que c'est une attitude volontaire
qui émane de l'individu. Donc c'est un choix conscient qui est fait, c'est pas une idéologie, c'est pas quelque chose qui est plaqué sur l'individu. C'est l'acte de faire le bien. Alors aussi, dans ce bien, chacun pourra mettre ce qu'il veut dans cette notion de bien. Il y a aucune idéologie derrière ça. Et en créant le bien pour lui-même et pour autrui, il crée un rapport à l'autre. Donc il recrée du collectif. Donc cette bienveillance, c'est pour ça qu'elle est fondamentale à mes yeux, parce qu'elle nous permet, nous en tant qu'êtres humains, de nous revaloriser, ce qui est le point central d'un monde qui va mieux, et de nous revaloriser collectivement. Alors, pour que cette bienveillance arrive, j'imagine qu'elle va pas arriver d'un claquement de main, même si on en a tous, évidemment, on a tous ça à portée de nos mains. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui. La première, ce serait d'avoir une véritable réflexion sur les médias. Je pense qu'aujourd'hui, on a des médias qui sont portés par de très bons journalistes. En revanche, je suis moins persuadée du fonctionnement, de la façon dont les médias sont financés aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous à notre échelle abîmés par ces médias et avec regret. Et à mon avis, la question doit se poser sur la question du financement des médias. La deuxième, ce serait, on en a parlé tout à l'heure, de remettre le savoir et la connaissance au cœur de nos sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une université, on a des instances comme celle-ci qui sont assez déconnectées de la société civile, dont on parle, qu'on apprivoise peu au quotidien. Pourtant, l'université, c'est un lieu qui pourrait être utilisé tout au long de la vie. Chacun a son rythme, en fonction des moments, qui peut être un lieu central au centre de la ville, au cœur de la cité, et qui doit construire aussi l'individu en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen. Et la troisième réflexion, elle porterait sur le travail. On a aujourd'hui un rapport très douloureux au travail, qui commence dès l'entrée dans le monde du travail par... généralement, quand on vient d'obtenir son premier diplôme, on commence par avoir des portes qui se ferment, et puis c'est difficile de les franchir, puis on va avoir peut-être des périodes de chômage, on va peut-être avoir envie de faire des enfants, d'avoir des périodes de maternité, on va finir sur la retraite, et toutes ces périodes-là sont trop souvent vécues comme des situations de déclassement. Or, on pourrait imaginer une proactivité, une activité professionnelle qui ne soit pas que professionnelle, car, comme ça a été mentionné, ce qui est intéressant, c'est l'activité avant tout, et d'imaginer qu'on puisse, peut-être, alors moi j'imagine un système de points qu'on aurait à l'arrivée dans le monde professionnel, mais en tout cas il y aurait sûrement des choses à penser, qu'on puisse chacun à notre échelle organiser notre temps professionnel par des périodes d'études, par des périodes d'arrêt, par des périodes aussi on a peut-être besoin de faire des pauses dans son activité professionnelle à certains moments, et jusqu'à la fin de son parcours. Et je voudrais finir là-dessus. Je trouve que tout ça, c'est ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que derrière toute cette bienveillance et ces propositions, il y a surtout cette idée qu'aujourd'hui on a besoin de se revaloriser en tant qu'individu. Pas dans un système complaisant disant mais vous êtes des gens formidables, etc. Pas du tout, mais je pense qu'on a besoin de reprendre confiance en nous, en tant qu'individu mais aussi en tant que collectif. Et c'est très intéressant de noter que, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait des grosses manifestations donc contre la loi El Khomri. Et un des slogans de la jeunesse, qui est une jeunesse très jeune, qui peut-être ne connaît pas encore le monde du travail, son slogan c'était « On vaut mieux que ça ». Et en disant « On vaut mieux que ça », elle place aussi sa valeur en tant que valorisation de soi au cœur de son combat. Nous étions la première époque qui avait tellement de puissance à sa disposition qu'elle pouvait en quelques jours détruire toute vie sur Terre. Et que donc désormais l'essentiel, ce n'est pas de produire encore plus de puissance technologique, même s'il faut le faire, c'est d'avoir plus de discernement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de bien utiliser ce que nous pouvons faire, et donc ce qui compte le plus, ce n'est pas les ressources matérielles, ce ne sont pas les ressources financières, ce n'est pas tout ce qui est quantitatif. Et vous avez noté que tous nos grands experts et nos grands hommes politiques discutent sur des quantités de combien faut-il réduire la dette. Et non pas comment travailler mieux, plus intelligemment pour produire plus de valeur avec nos ressources. Ce qui compte est qualitatif. Ce qui compte, c'est ce dont Gaël vient de parler, la bienveillance. La bienveillance est une ressource essentielle d'une entreprise
ou d'une administration ou de n'importe quelle organisation humaine. Si nous avions le temps, je vous raconterais comme 5 minutes de bienveillance entre un directeur et 2 jeunes ingénieurs a sauvé l'industrie horlogère suisse et a permis de créer la Swatch. Parce qu'il y avait bienveillance. Alors en France, parler de bienveillance, c'est mal vu, parce que c'est bisounours. Eh bien non, la bienveillance, la qualité des relations entre les personnes, entre les membres d'une organisation fait l'intelligence collective, et la médiocrité des relations entre les membres d'une organisation construit la stupidité collective, ce qui fait que souvent on réunit de grands experts, nous en avons vu parfois sur l'écran, on les réunit mais ils n'ont pas envie de travailler ensemble, ils n'ont pas un sens partagé et donc on aboutit à des conclusions stupides. Quand on parle avec les gens tête à tête, ils vous expriment tous leur souffrance, que ce soit du monde carcéral, que ce soit de la folie humaine ou ainsi de suite. Quand vous parlez du cancer, c'est l'histoire d'une grande et longue folie. Et en même temps, c'est une drogue. Nous sommes progressivement, nous, en tant que société, drogués à une forme de violence qui est quotidienne. Il n'y a qu'à ouvrir la télévision, allumer une télévision, ou ouvrir le journal, peu importe, pour voir tout cela. Entre nous, d'une certaine façon, on peut arriver à créer un groupe où cette violence à laquelle nous sommes tous habitués peut se calmer et que nous pouvons créer quelque chose. Or moi j'ai une petite appréhension quand même si je la prends pas pour une réalité, c'est qu'un certain nombre de vieilles constantes de l'histoire soient en train de ressurgir. Les guerres. En Europe, il m'inquiète ceux qui croient que les guerres en Europe sont plus possibles simplement parce qu'ils n'en ont pas connu. Il m'inquiète ceux qui croient que les épidémies sont éradiquées, ils se vaccinent plus. Et une des appréhensions que j'ai, parce que je la revendique quand même, d'avoir des craintes, j'en ai, c'est que peut-être l'avenir sera pas seulement différent, comme tout le monde l'a dit, mais c'est peut-être aussi pour partie du passé en préparation. Alors, s'il faut terminer, parce que de toute façon je ne sais pas conclure, mais il faut bien terminer, j'aimerais bien, puisqu'on parle de guerre, et notamment des guerres civiles européennes qui ont jalonné le dernier siècle et dont je redoute la résurgence, j'aimerais bien profiter de l'occasion pour faire rentrer un Allemand à l'Institut de France. On peut? Pas de problème. Subrepticement un grand Allemand, c'est Goethe, à qui je donne Goethe le mot de la fin. De toute façon, les pessimistes sont condamnés à être des spectateurs.